On s'est retrouvés assis dans le canapé, complètement figés, à se dire oh my God, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on va faire, et il va falloir faire quelque chose. Donc moi, comme je suis un tempérament suractif quand même, faut le dire, j'ai commencé à donner des cours de français à des élèves de la classe de mon fils. Et puis un jour, je me suis levée, je me suis dit, écoute Marie, puisque je cuisinais déjà beaucoup, je lui ai dit, tu vas te lancer, tu vas lancer ta homemade bakery. Et puis j'y suis allée de manière complètement empirique. Et c'était évident, et c'était it's now for you, c'est maintenant, t'as en face de toi ta destinée en fait. C'était comme si j'avais reçu un message de l'au-delà. Et puis arrête de te cacher derrière quelqu'un. Maintenant donc tout le monde est face à soi-même. Tu sais pas combien de temps ça va durer, mais tente quelque chose en fait. Fais quelque chose. À bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements, Emballés. mes bouquins. Enfin, la vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. Aujourd'hui, je reçois Marie. En 2019, elle quitte Paris avec son mari et son fils pour s'installer à New York. Le rêve américain et un grand projet, ouvrir un restaurant. Mais à l'arrivée, rien ne se passe comme prévu, un contexte familial un peu compliqué, la pandémie qui débarque et qui fout le bordel clairement, les économies qui fondent comme neige au soleil. Ce qui devait être un nouveau départ se transforme en fait en un véritable parcours du combattant. Pourtant, au milieu du chaos, Marie se découvre une passion qui va la sauver, la pâtisserie. Une passion qui va la mener des cuisines de son appartement à Brooklyn jusqu'à devenir la chef privée d'une légende du rock. Aujourd'hui, elle nous raconte son histoire, les désillusions, les sacrifices et ce que le rêve américain veut vraiment dire quand on le vit de l'intérieur. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. On est ravis de vous compter parmi nous aujourd'hui. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Allez, let's go direction Los Angeles en Californie. Bonjour, je m'appelle Marie. Je suis expatriée depuis presque 7 ans aux États-Unis, avec un passage sur New York pendant presque 2 ans. Je suis devenue chef pâtissière et private chef. Voilà, j'ai réinventé ma vie. Et je pense que ce que j'aimerais partager, c'est ma passion, ma détermination, et qu'il faut jamais abandonner ses rêves. Bienvenue Marie et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Du coup, aujourd'hui, tu nous parles de Los Angeles, c'est ça? Mais c'est pas ta première destination aux US. Non, merci Anne-Fleur de m'accueillir sur ton micro. Ça me touche énormément. Grand plaisir. Je te propose qu'on procède de manière un petit peu chronologique pour essayer de comprendre ton parcours. Avant mars 2019, quand on va venir pour en parler, avant tout ça, en fait, c'était quoi la place du voyage et des États-Unis dans ta vie? Est-ce que c'était un truc dont tu as toujours un peu rêvé ou est-ce que ça s'est présenté à toi un peu comme un cheveu sur la soupe? En fait, j'ai ma sœur qui vivait déjà aux États-Unis. La place du voyage était toujours très très importante pour moi et mon mari à l'époque. Il est d'origine vietnamienne. Et on partait tous les étés en Asie. On a sillonné l'Asie entière aussi pour s'inspirer, pour l'exotisme et puis parce que c'était ses origines. Donc moi je suivais en fait. J'ai toujours été passionnée de voyage. Je viens pas d'une famille forcément où on a beaucoup voyagé. On est plutôt resté en Méditerranée, parce que j'ai grandi en Provence.
On allait en Espagne, on sillonnait un peu la France en voiture, mais j'ai pas des parents ultra voyageurs. Mais en même temps, voyager, ça veut pas dire aller loin. Ça veut dire découvrir quelque chose de nouveau. Exactement, oui. Mais voilà, le voyage est rentré quand même assez tôt dans ma vie. J'ai passé une partie de ma vie aussi avec un amoureux italien, donc j'ai beaucoup passé de temps en Italie. Puis ensuite, ça a été l'Asie, donc voilà, j'ai un peu sillonné quelques continents. Et puis les États-Unis, c'était surtout New York en fait. Comme on voyageait beaucoup en Asie, on s'est dit ça serait bien quand même qu'on fasse autre chose. Donc on a découvert le Brésil pendant que j'étais enceinte. C'était un gros coup de cœur. Et puis New York est arrivé. J'avais pas encore mon fils. Comment c'est arrivé New York alors ? C'était notre rêve à tous les deux. Lui, c'était vraiment un rêve de petit garçon. Et puis on s'est pris des billets d'avion et on est venu passer 10 jours à New York. Et là, coup de foudre ? On n'est pas ressorti indemne en fait. Moi, je suis revenue en pleurant, en me disant c'est comme si j'avais une impression de déjà vu, une impression d'avoir déjà vécu là, et c'était très très profond. Qu'est-ce qui t'avait chamboulé dans ce voyage, tu te souviens ? Je pense que c'est l'énergie en fait, l'énergie de cette ville. On était dans un contexte professionnel, familial, avec ma belle famille qui était donc vietnamienne, et on avait des histoires, des restaurants qui marchaient très très bien. C'était genre la success story, mais on était dans une espèce de routine quand même, et dans un espèce de carcan familial qui nous empêchait de voler de nos propres ailes. Ouais, qui nous pesait énormément, mais tout ça n'était pas conscientisé en fait. Et New York, c'est comme s'il était venu réveiller cette prise de conscience. Maintenant, it's time en fait. Ouais, maintenant c'est votre heure. Est-ce que vous allez y aller, ou est-ce que vous allez continuer à vivre une vie ? Bon voilà, c'était tout tracé en fait. C'est quand du coup ce voyage presque prémonitoire ? Il y a peut-être 15 ans. Hein. Ah, donc un petit moment quand même avant que vous partiez. Ouais. En fait, on revient de New York avec des idées, des rêves plein la tête. Puis nous, on était un peu les moteurs de nos du business, et on était toujours là avec la pêche à dire qu'est-ce qu'on va développer et tout. Puis en fait, on avait malheureusement les deux frères qui étaient beaucoup plus dans la réserve et traditionnels, et ils étaient déjà très grateful du succès qu'ils avaient, et ils n'avaient pas forcément envie d'aller plus loin. Et on a mis du temps à comprendre et à accepter qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, donc on est rentré en conflit, et ça a été très douloureux. Et vous l'avez annoncé tout de suite en fait après ce voyage que vous aimeriez bien faire quelque chose, ou parce qu'il y a à voir cette petite graine, puis après il y a comment on l'exprime. Non, ça a été crescendo, mais je crois qu'on leur a présenté, si mon souvenir est bon, on a fait des recherches d'abord par nous-mêmes, pour savoir si on pouvait développer une franchise, peut-être sur New York, déjà de nos restaurants. On a rencontré un avocat qui nous a dit voilà, c'est super, tout est possible, et on leur a présenté. Et là, ça a été le coup de massue. Ils nous ont envoyé sur les roses en nous disant c'est non direct. Nous, on n'a pas du tout envie de ça. Vous arrêtez avec vos délires, en fait. Ils vous prenaient pas au sérieux, en fait, à ce moment-là ? Ah, pas du tout. Et je pense qu'ils avaient, au fond, peur qu'on leur échappe. Parce que dans la culture vietnamienne, en fait, c'est très solidaire, c'est très communautaire, et celui qui a un peu des idées d'ailleurs, de nouveauté, de liberté, d'ailleurs, c'est comme si on trahissait la famille. Et ça a été vraiment vécu profondément comme ça. Puis après, c'est venu se superposer aussi des histoires de famille, des histoires qui ne m'appartenaient pas non plus, mais dont je portais le poids. Donc du coup, vous revenez de ce voyage-là, vous mûrissez un peu une idée de quelque chose, sauf que les associés, vos associés du coup sur ces restaurants vous disent niet, ce sera sans nous. Niet. Ouais. Mais malgré tout, on sait qu'en 2019, vous allez vous installer à New York. Alors raconte-moi comment vous y êtes pris. Ouais. Alors en fait, ça s'est passé qu'on a rencontré par le biais de nos restaurants, on a rencontré un financier
qui était le PDG du Paradis du Fruit, Claude Louzon, et qui nous a donné en fait cette impulsion. On s'est associé avec lui. Finalement, le truc ne s'est pas fait parce que je pense qu'en fait, on était tout simplement pas prêt à passer d'une histoire à une autre. Je te la fais un petit peu courte parce que l'histoire s'étale sur plusieurs années, avec le mélange d'un contexte de famille très compliqué. C'est parti en procès. Enfin, voilà, on a vraiment passé une sale période. Mais disons que Claude nous a donné l'impulsion de nous expatrier, et on a construit à partir de là notre visa. On est arrivé avec un visa E2. Donc investisseur, c'est ça ? Investisseur, avec l'idée de développer un projet autour de la culture vietnamienne. En fait, c'était se servir de toutes les compétences de mon ex-mari, qui était à la fois chef de cuisine vietnamienne. Il avait son école d'arts martiaux aussi sur Paris avec ses frères, qu'il avait depuis plus de 20 ans. Et puis, son premier métier étant la réflexologie. En fait, on voulait créer un centre un peu pluridisciplinaire qui regroupe autour de la culture, du coup. Le cœur du Vietnam, le cœur du Vietnam. Super. Et puis, c'était génial. C'était un projet qui coûtait plusieurs millions de dollars. Enfin voilà, c'était un truc ambitieux. Très ambitieux. On touchait vraiment du doigt le rêve américain, mais on n'avait absolument aucune idée de la réalité du terrain. C'était un peu vraiment, on vivait quand même un peu dans une bulle, quoi. Et alors, à quel moment vous avez su que vous étiez prêt quand même, du coup, littéralement à traverser l'océan pour aller monter tout ça ? Quand on a eu nos visas, en fait, on a eu nos visas. Ça a pris combien de temps à monter ce projet ? Parce que du coup, il s'est passé 7-8 ans entre le premier voyage et votre installation, c'est ça ? C'est ça, et 7-8 ans, en fait, avec les up and down. Moi, je suis sortie de la société. J'ai été, on va dire clairement les choses, gérante de fait, parce que j'avais pas de part sociale dans l'affaire de famille. J'étais salariée, mais j'avais des responsabilités de chef d'entreprise. Je gérais une vingtaine de personnes, 3 établissements, et j'ai tout appris du métier, en fait, sur le terrain. Enfin, complètement de manière empirique. J'ai pas fait d'école. J'ai fait des études de droit, de criminologie, rien à voir, quoi. Donc oui, on arrive à New York. Dans quel état d'esprit alors ? En souffrance, en fait, quand même, parce qu'on était en fait en parallèle encore en procès en France. Et il a réussi à vendre ses parts sociales et à ce que le procès s'arrête à 2 jours de l'audience. Il a fait un aller-retour flash sur Paris. Il a fait une négociation d'avocat, et puis ce qui nous a permis de vivre en fait pendant 1 an sur New York avec un petit pécule, parce que sinon en fait on était arrivés, nous on avait de quoi vivre 1 mois, et puis c'était genre mais comment vous aviez prévu de vous lancer du coup, avec quel financement ? On avait un peu un pécule, on avait vendu un appartement, on avait un petit peu un pécule qu'on avait investi dans le E2 qu'il fallait de toute façon dépenser. Quand tu fais un E2, en fait, il faut prouver c'est un visa assez facile à obtenir à partir du moment où tu as de l'argent, en fait. Mais il faut prouver qu'il faut le dépenser. Donc, on a dépensé dans du matériel. En gros, donc, vous considérez que vous êtes prêt à partir. Vous avez des économies qui sont dédiées au projet professionnel. Vous avez un petit peu d'économies perso, mais pas tant que ça finalement. Vous traversez l'océan. Et là, du coup, c'est opération. Il faut trouver un local, un établissement rapidement pour se lancer. Et vous avez toujours ce financier, en fait, investisseur de la food à Paris, qui vous suit en tout cas pour le moment. Qu'est-ce qui se passe alors ? En fait, lui, il avait son fils qui avait déjà ouvert un restaurant fusion vietnamienne,
et mon ex-mari faisait des missions de consulting pour lui, en fait. Donc, ça nous permettait, en fait, de voir si on était raccord sur Les la valeurs du philosophie, business, sur... un peu. exactement. D'accord. Et donc, en parallèle, on s'est mis à chercher des locaux ensemble et en fait, on s'est aperçu que non, on n'était pas raccord et que... C'était quoi qui coinçait, si c'est pas indiscret? Je pense que ce qui coinçait, c'est que nous, on était dans une philosophie de vie avec un truc assez puriste. C'est-à-dire? On est des gens, on fait tout par nous-mêmes. Et puis en face de nous, en fait, on avait un financier qui nous parlait de voyants rouges, de voyants verts. Et nous, c'était un langage qu'on connaissait pas. On avait construit nos business de manière assez empirique, à la force du travail. Et ça marchait, mais on n'avait pas ce langage business. Et donc ça coinçait. Et je pense que on était un peu tous obtus. Et il y a un moment donné, moi, j'ai dit à mon ex-mari, écoute, j'arrive pas, j'ai l'impression de vendre mon âme et je me retrouve pas là-dedans. J'ai l'impression que je vais être à nouveau attachée, à nouveau de devoir justifier de qui on est. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux y aller, vas-y, mais vas-y sans moi. Et je fais autre chose. Ça doit quand même être un constat vachement difficile et douloureux à faire parce que vous avez fondé un peu vos espoirs de cette aventure américaine sur cette association, en fait, aussi. C'est courageux quand même de dire non, du coup. Ouais, je pense que c'était un peu inconscient. Mais moi, en fait, c'était... moi, je pense que j'ai toujours nourri un besoin de liberté tellement fort. Et je m'apercevais, en fait, en étant partie du business de famille, que je touchais du doigt ma propre liberté. Et c'était devenu tellement une quête que j'arrivais plus à concilier, en fait. Et c'est pour ça que je lui ai laissé le choix en lui disant, écoute, j'ai pas envie de te mettre des bâtons dans les roues. Et puis notre couple commençait aussi à n'aller plus bien. Et je voulais pas qu'il se sente bloqué par moi. Mais il a décidé de pas suivre. Il a décidé de te suivre, toi. Ouais. Il a décidé de me suivre moi en pensant que voilà, on allait réussir à rebondir sur nos pattes et puis donc tout ça amène quand même à le Covid qui arrive. Donc là, en fait, il se passe quasiment 1 an où vous cherchez à rebondir. Comment est-ce que vous vous y prenez? Donc lui, il continue à faire du consulting pour alimenter un peu la famille aussi? En fait, lui, il a cherché des missions de consulting dans des restaurants. Je pense qu'il a dû sillonner tout Manhattan et Brooklyn pour trouver des missions. Il a continué un tout petit peu à faire des missions pour le fils de Claude Raphaël, qui avait donc déjà son restaurant qui s'appelait Beau Café, maintenant qui n'existe plus. Et moi, j'ai commencé à travailler pour des missions d'événementiel, en fait, rien à voir avec la restauration. Je travaillais pour des boîtes françaises, en fait, qui organisaient des événements sur New York et qui cherchaient un peu un manager, en fait. Ouais, exactement. J'ai commencé à faire des missions comme ça et j'étais assez heureuse dans ce rôle-là. Moi, j'ai toujours fait plein de boulot et donc navigué dans l'organisation d'événements. Donc c'est quelque chose qui m'était familier et voilà, donc je faisais ça et donc je ramenais un petit peu de cash, mais voilà, la vie à New York, c'est juste une claque monumentale, quoi. Le coût de la vie à New York est incroyable. Et puis tu le disais, donc moins d'1 an après votre arrivée, vous avez le Covid qui arrive. Je sais pas si les gens se souviennent, mais moi je me souviens. Après, je suis aux États-Unis, alors je sais pas si ça fait le tour du monde, mais de ces images de New York complètement vides, où il y avait des tentes partout, là, les hôpitaux, tentes. Enfin, ça a été d'abord assez frappé par le virus initialement, et ça a l'air d'avoir été hyper anxiogène, comme ça l'a été partout dans le monde. Mais à New York, je me souviens que c'était quand même particulièrement inquiétant. Enfin, en tout cas, les informations qu'on nous relayait l'été. Comment est-ce que ça a bouleversé vos plans, en fait? Complètement. Ouais. Complètement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, raconte. On s'est retrouvés assis dans le canapé, complètement figés, à se dire, oh my God, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on va faire?
et il va falloir faire quelque chose. Donc moi, comme je suis un tempérament suractif quand même, faut le dire, j'ai commencé à donner des cours de français à des élèves de la classe de mon fils. Donc j'allais même chez eux en fait. La famille voulait que je vienne malgré la restriction. Enfin, à New York en fait, on n'a pas eu d'interdiction de sortir. Oui, c'est ça, mais les gens C'était étaient quand même assez disciplinés. Moi, c'était pareil à Boston. les gens sont très disciplinés aux États-Unis, donc on n'a pas eu besoin de. Mais bon, moi, je respectais ce que la famille désirait, puis ça m'assurait quand même un tout petit quotidien. Et puis un jour, je me suis levée, je me suis dit, écoute, Marie, puisque je cuisinais déjà beaucoup, j'ai dit, tu vas te lancer, tu vas lancer ta homemade bakery, et puis j'y suis allée de manière complètement empirique. Mais genre, tu t'es dit un jour, je vais lancer ça? Ouais. Mais c'est pas arrivé du jour au lendemain. Tu t'es découvert un peu cet amour pour la pâtisserie. Enfin, tu faisais déjà pas mal de desserts dans ton resto avant, c'est ça que tu me disais? Ouais, c'est ça. En fait, dans les restaurants, j'ai fait tous les postes, tous les postes en passant par la plonge, le service, la compta, la cuisine. Donc, les dernières années, je faisais beaucoup les desserts et mes beaux-frères, en fait, avaient une formation de pâtissier. Ils étaient passés par chez le nôtre. Et je leur demandais toujours, allez-y, formez-moi, parce que moi, c'était mon rêve de gamine. Ah, d'accord. Donc, moi, à l'âge de 12 ans, je cuisinais déjà pour l'ensemble de ma famille et j'étais le petit chef de la famille. Tout le monde pensait que j'allais ouvrir un jour un établissement. Et puis après, voilà, je suis partie vers d'autres horizons, mais la cuisine a toujours été centrale. Et justement, donc avec ce Covid qui arrive, est-ce que c'est justement que tu passes plus de temps à cuisiner, comme ça a été le cas de beaucoup, le nombre de gens qui se sont mis à faire du pain au levain? J'ai toujours beaucoup cuisiné. T'avais pas arrêté du tout, quoi. Non, et même ça a augmenté parce qu'arrivé à New York, en fait, je voyais les prix de ce qu'on achetait. Je me disais, ne serait-ce que la confiture, en fait. Et je me dis, mais attends, je vais faire ma confiture, je vais commencer à faire mon pain. Mais ça, c'était bien des mois avant, c'était toute l'année avant Covid. Donc je faisais tout, en fait. Les yaourts, j'étais devenue... Comment est-ce que tu expliques, si tu l'expliques, cette épiphanie où un matin tu te lèves pendant ce confinement plus ou moins strict, te dire, ok, je me lance? Ouais, c'était une urgence. Tu sais, j'ai des idées fulgurantes qui m'arrivent. Et c'était évident. Et c'était it's now for you. C'est maintenant. T'as en face de toi ta destinée, en fait. C'était comme si j'avais reçu un message de l'au-delà. Et puis, arrête de te cacher derrière quelqu'un. Maintenant, donc tout le monde est face à soi-même. Tu sais pas combien de temps ça va durer, mais tente quelque chose, en fait. Fais quelque chose. Et je voyais mon mari, en fait, qui sombrait aussi, lui, et je le secouais, je lui ai dit, je t'avertis, en fait, bouge de là, parce qu'en fait, ça va exploser, en fait. Qu'est-ce qui va exploser? Notre couple, je sais pas, mais il y a quelque chose qui va exploser. Donc lui, il a trouvé une cuisine, il faisait ses takeaways de cuisine vietnamienne. Et moi, ça me laissait le champ libre pour développer ma pâtisserie à la maison, en fait. D'accord. Et ton objectif, c'était de vendre à qui, alors? Alors, mon objectif, au départ, c'était vraiment rien de très calculé. J'ai fait un post sur Instagram, une tarte au citron achetée, une baguette offerte. Et j'ai relayé sur mon Instagram. Et tu sais, j'ai tagué des groupes, des communautés de Brooklyn. Tu ciblais les francophones en priorité ou pas particulièrement? Non, surtout mon quartier. En fait, j'habitais Greenpoint et il y avait un groupe qui s'appelait The Greenpointers. Et d'un coup, ils m'ont reposté. Et là, j'ai commencé à avoir des commandes. Mais je fais, waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et je me souviens encore ma première commande. Je suis partie faire ma livraison avec ma tarte au citron et ma baguette. J'en ai encore la photo. C'est vrai. Et ouais. Et puis, franchement, Anne-Fleur, ça a commencé à prendre, mais de manière totalement unexpected, quoi. Ouais, tu t'y attendais pas? Pas du tout. Question bête, mais
Il te faut pas un permis, une cuisine spéciale ou un truc comme ça quand tu te lances Je sais que ça dépend des villes, des États, des counties. En fait, à l'époque, au moment du Covid, il y a eu un espèce de vide que beaucoup de gens ont pris, exploité, et il y a beaucoup de gens qui se sont lancés. C'était de la survie, en fait. Voilà. Sauf que moi, ça s'est transformé en vrai business et je construisais au fur et à mesure Que ça avançait. des commandes qui arrivaient. Je construisais un menu et d'autres produits que j'apprenais aussi. Moi, par exemple, les croissants, j'avais jamais fait de croissants de ma vie. Et puis, je vous demandais maintenant de bien vouloir répondre aux questions qui vont vous être posées. Oui, avec plaisir. Question pour un champion. À toi de jouer, Jeannot. On va faire une petite pause dans ta narration, dans ton explication, et nous allons faire un petit round de Fire Questions. Tu sais ce que c'est ? Ok, non. Tu sais pas ce que c'est ? Fire Questions, en gros, c'est des questions, c'est pas des dissertations, les réponses qu'on cherche. C'est une réponse rapide, tu peux toujours expliquer, tu vois, mais sans y réfléchir 15 ans, ok ? Je te propose comme thème cuisine et expatriation. Est-ce que tu te souviens du premier plat que tu as cuisiné lorsque tu es arrivé à New York ? Waouh, le premier plat. Alors, honnêtement, non, je me souviens pas du premier plat. Parce qu'en fait, on cuisine tellement tous les jours que... Ouais, c'était normal. Bon alors, maintenant que tu es sur la côte ouest, est-ce qu'il y a un plat, côte ouest, Los Angeles, Californie, je sais pas, qui t'a le plus surprise, le plus marqué ? Bah, peut-être en cuisine mexicaine. Ouais. Genre quoi ? Ouais, les tacos. C'est quoi ton taco préféré ? Bœuf. Ok. Steak tips, c'est ça ? Ouais, steak tips, yeah. La pâtisserie française qui cartonne aux États-Unis. Ah bah je pense que c'est le croissant, le roll, le New York roll. C'est quoi le New Mais York le croissant roll ? quand même. Tu sais, c'est cette forme ronde de croissanterie, mais qui est ronde et que c'est ça on les met. Non, c'est pas les cronuts. Non, ça s'appelle vraiment New York roll. Ça a été inventé par comment il s'appelle Anselme. C'est vraiment une base de pâte à croissant, mais en forme ronde, cylindrique. Ils y mettent des toppings dessus, des espèces de crème, voilà. Ah oui, c'est la fusion des cuisines. Ok. Exactement. Est-ce qu'il y a un truc que t'aimerais que tes clients américains, pour la plupart, comprennent à propos de la cuisine ou de la pâtisserie française ? Ouais, j'aimerais bien qu'ils comprennent que le process de pâtisserie, c'est un process de patience, c'est un process technique, c'est un process de magie en fait, et que faire un croissant, ça prend 2 jours, et que c'est pas que derrière en fait il y a tout un savoir-faire, il y a tout une magie, un process qui s'opère. Et que ça j'aimerais bien qu'on ne paye pas intègrent... que le nombre de minutes que tu as passé à cuisiner le truc qu'ils ont acheté en fait. Exactement. Exactement. Est-ce qu'il y a un plat français qui te manque beaucoup, même si tu cuisines beaucoup, peut-être qu'il y a des trucs qu'on refait pas facilement ? Oui, un bœuf bourguignon par exemple, un truc bien, tu vois, réconfortant, qu'on trouve finalement pas tant que ça dans les restaurants. J'adore la raclette et voilà, c'est mais ça c'est assez facile de trouver de la raclette ici, donc ça me manque pas puisque plus que ça. J'ai accès. Mais oui, des plats, tu vois, des plats qui mijotent, bœuf bourguignon, une blanquette de veau, des choses comme ça. Ça donne faim. Ouais. Et est-ce que, à l'inverse, il y a un plat américain que tu as adopté sans aucune culpabilité ? Je sais pas, un truc qui te fait du bien, un truc que tu n'aurais pas soupçonné aimer éventuellement ? Ce que j'ai adopté, c'est le burger, mais je le mange jamais dans des fast-food. En général, je le fais moi, ou plutôt mon fils le fait. L'avocado toast, c'est quelque chose qui est... facile et plutôt healthy. Sinon je suis pas très célébration d'Inde et tout ça, de Thanksgiving, donc ça plutôt à cuisiner un peu. Non. Et très bien. Je suis plutôt comme je suis une
une créative, j'aime faire une cuisine qui varie en fait. J'aime naviguer dans les cultures. Ne pas te cantonner à un seul truc. Non, ouais. Est-ce qu'il y a un ingrédient que tu ramènes systématiquement de tes séjours en France? Ouais, et ça n'a rien à voir avec quelque chose de France, c'est du saté. C'est quoi? Le saté, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en Asie, notamment en Thaïlande. C'est un mélange, c'est une poudre de cacahuètes mélangée avec des épices. C'est une poudre rouge. Et ici, aux États-Unis, en fait, on la trouve pas du tout pareil qu'à Paris. Non. Et c'est vraiment, ça relève les plats, les soupes, tous les plats qui sont sautés au wok. Voilà. Mais sinon, en ingrédients français, j'ai envie de tout ramener en fait. On trouve beaucoup de choses, mais c'est cher, quoi. Oui. Je ramène du chocolat, du très bon chocolat. Mais oui, on trouve tout à Los Angeles, mais à un prix, un prix démesuré. Et de plus en plus, parce que avec la nouvelle législation, avec les tarifs douaniers, politiques. Bien sûr. Dernière fire question, est-ce qu'il y a une adresse food à Los Angeles qu'il faut absolument connaître? Écoute, moi j'y vais dans 15 jours, donc fais-moi rêver. Il y a un restaurant qui est sympa, qui s'appelle Mr. T, qui est dirigé par un ancien chef français, et puis François Daubinet, qui est une figure emblématique de la pâtisserie française, qui fait beaucoup de consulting à l'international, mais qui est associé à Mr. T. Et ils font une cuisine de qualité et qui est un mélange en fait entre France et États-Unis. Et qu'est-ce qu'il faut commander là? Voilà, ils ont un bon burger. Mais sinon, il faut tester les pâtisseries de François Daubinet, qui sont quand même high level. Ok, très bien. Écoute, on note, et si j'ai l'opportunité d'aller tester ça, je te dirai ce que ça donne. Avec plaisir. Et si tu veux tester les miens aussi de croissants, c'est avec plaisir. Hein. Bravo, c'est gagné! Bien joué, les gars. Donc, on s'est arrêté dans ton histoire. Tu es à New York, c'est la pandémie. Tu te dis, écoute, là, énorme besoin de sens, de créer et de tout ça. Tu te dis, je lance ma boulangerie, pâtisserie, enfin, je me lance en tout cas depuis la maison. Le truc cartonne, mais tu te retrouves quelques mois plus tard en Californie. Il s'est passé quoi? Bah ouais. En fait, les économies fondaient comme neige au soleil. Le business marchait, mais on avait juste un loyer, je te dis même pas exorbitant. Il y a eu en fait un concours de circonstances de plusieurs choses qui ont été graduelles dans notre choix, et notamment le coût de la vie et le fait que New York était en blackout total, ville fantôme, et on savait pas personne ne savait où on allait en fait. Donc il fallait quand même qu'on prenne une décision économique, parce que notre lease s'arrêtait en fin août. Donc on s'est dit, est-ce que on renouvelle ailleurs et on reste à New York et on voit, ou est-ce Sachant qu'à ce moment-là, être à New York vous apportait rien de spécial, puisque tu t'étais établi une clientèle de quartier, mais c'était pas l'opportunité professionnelle que vous aviez rêvé de toute manière, c'est ça? En fait, on savait rien sur rien, donc on a eu une opportunité en Arizona pour ouvrir un truc en Arizona. On s'est dit on peut pas prendre une décision sans y aller. Et puis les semaines passaient, et puis ça naviguait encore dans un flou artistique. Le temps passait, et puis ma sœur qui vivait aussi à New York, on vivait dans la même rue en fait. On s'était retrouvés et on avait recréé un climat familial qui était super chouette. Et on s'entraidait aussi beaucoup, quoi. Moi, je me souviens, j'allais lui porter à manger pendant le Covid. Enfin, c'était. Et puis en fait, on s'est fait un conciliabule familial un soir, et on s'est dit maintenant il faut qu'on prenne une décision. On reste ou avec pas. Ta sœur? Et parce que ta sœur. Ouais, avec ma sœur. Elle arrive au même constat pour elle aussi? Ouais, parce que en fait, ça faisait déjà 6 ans qu'ils vivaient à New York, et ils s'étaient dit si jamais vous partez sur l'Arizona, nous on retournera sur LA, puisque en fait ils y avaient déjà habité. Ils étaient tous les deux dans l'industrie du
du cinéma avec son mari, et puis comme ça, on sera pas loin. Bon, alors le fait est que l'Arizona, ça marchait pas. On s'est dit bon, allez, hop, let's move and cross the country. Et en fait, on a de manière très radicale et un peu inconsciente à nouveau, on a packé. On a mis ça on a mis nos affaires dans un camion. Enfin, tu vois, on n'avait pas grand-chose, mais on a pacté la voiture et on a décidé de traverser le pays en voiture. Wow. Ok. Et quitter un début de business et de se dire bon allez, je recommence tout ailleurs. De toute façon, j'ai rien à perdre. Et ton fils à ce moment-là, il a quel âge ? Mon fils à ce moment-là, il va sur ses 8. Oui, il a 8 ans. D'accord, donc il est encore petit. Comment est-ce qu'il vit quand vous lui dites papa et moi ils ont décidé Lui, déjà, il vit le Covid de manière un peu comme une libération, parce que quand on est arrivé sur New York, il a été dans une école franco-américaine et il s'est fait bullying. Il s'est fait harceler. Ouais, et en fait, ça s'est donc arrêté avec le Covid. Et quand il a été question de faire l'école en ligne, en fait, il a fait un espèce de blackout total. Complètement. Il n'arrivait pas. Donc, arrivé sur Los Angeles, en fait, on a pris la décision de le déscolariser du système, et je me suis rajoutée. J'aime bien les challenges. Je suis devenue sa teacher. Donc, tu as homeschool. Vous avez pris la décision de faire l'éducation à la maison. Ouais. J'ai fait homeschool et on s'est rattaché quand même au CNED en France. Et je lui ai fait 2 ans de homeschooling. Waouh, c'est courageux. Et comment ça s'est passé ? Ça a été à la fois, je te dirais, la plus belle expérience de notre vie et à la fois la plus difficile. Parce que pour moi, c'était aussi... ça a corroboré avec donc le déménagement sur Los Angeles, la séparation avec le papa, le remonter tout ton business ici et en même temps faire l'école à la maison. Ouais. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais. Et je me rendais pas compte en fait que c'était que je me mettais une charge mentale de malade en fait. Tu m'étonnes. Donc du coup, vous décidez de tout plaquer pour la Californie. Vous y allez en famille étendue, j'allais dire, parce que du coup, ta sœur fait ce move également. Vous traversez le pays en voiture. Vous avez plus vraiment un rond. C'était quoi l'ambiance pendant ce road trip ? C'est un peu en mode nouvelle vie. Il y a une nouvelle vie au bout du chemin. Comment ça se passe ? J'avoue que c'était à demi-teinte parce que avec le papa, ça se passait pas bien. On était genre en mode, on se parlait quasiment plus. Ah ouais, donc un peu tendu. Ouais, à la fois c'était très excitant parce qu'on découvrait aussi des États. On a décidé de s'arrêter dans le Colorado quelques jours, d'explorer. Dans le Nouveau-Mexique. C'est des voyages que tu n'as pas l'occasion de faire 15 fois aussi. Exactement. Puis il y avait personne sur la route. En fait, on était, je me souviens, des kilomètres entiers de faire des miles et des miles sans voir une voiture. Et à un moment donné, je m'ai mis une photo où je m'allonge sur la route et je suis les bras en croix sur la route dans le Kansas. Et c'était donc à la fois magique. Voilà, moi je découvrais les États-Unis en fait à ce moment-là. Et puis quand même un peu triste. Ouais, parce que tu sens que c'est la fin de ce chapitre à 2 aussi. Parce que je constate, je nous vois tous les 3 dans la voiture, nous 2 qui ne nous parlons pas, mon fils au milieu qui fait le relais, qui a envie de... Ouais, c'était douloureux quand même. Et alors, l'arrivée à Los Angeles, du coup, dans ce contexte, ça se passe comment ? Est-ce que c'est simple ? Est-ce que c'est une nouvelle claque ? Est-ce que vous êtes dans quel état d'esprit ? C'est très étrange, c'est une évidence pour moi. J'y avais mis les pieds une seule fois quand ma sœur s'y était installée, 10 ans auparavant. Et j'avais pas du tout aimé à l'époque, mais j'étais restée que 2 jours. On était en jet lag. Et là, en fait, on a eu la chance d'arriver dans un appartement d'amis qui avaient, pendant le temps du Covid, décidé de repartir sur l'Europe. Donc, ils ont décidé de nous sous-louer leur appartement. Et donc, on arrive quand même avec un pied-à-terre pour plusieurs mois. Et donc, dans une espèce de truc quand même aligné. Mais avec 0 perspective de boulot. Hein. Wow. D'accord. C'est tous les 2, on repart à 0, quoi.
Et alors, justement, tu le disais dans la voiture, vous vous adressez plus trop la parole. Je sais pas si chaos c'est le mot, mais dans cette révolution personnelle, en fait, de tout qui change en même temps, tu le disais, votre couple finit par se séparer. Du coup, c'est triple ou quadruple transition. On passe de la côte est à la côte ouest, on passe de en famille à maman solo aussi, on passe de j'ai mon petit business, certes, qui démarre, mais qui cartonne à je repars un peu de zéro, j'ai une maison, tu disais, je suis chez des amis. Il y a plein de gens qui auraient lâché l'affaire avant toi, en fait. Tu es dans quel état d'esprit? Comment ça se passe, tout ça? Tu nous racontes? Moi, je suis une nature assez optimiste. Je crois toujours à je suis une nature qui ne lâche pas, en fait, et qui a dû apprendre à lâcher. Justement, avec toutes ces circonstances de vie, me montrer arrête de faire en force, en fait. Et donc, je suis je t'avoue, j'ai eu beaucoup de moments de doute, en fait, sur je continue ou pas le business. Et puis, je suis quand même obligée de faire des choix et d'avoir des boulots à côté de mon business. Et parfois, je me dis, bon, allez, j'arrête tout, je vais reprendre un boulot de salarié, et puis je vais me remettre dans une vie stable, avec sans souci, parce que la charge, elle est trop importante. Donc, comme il y a la séparation au milieu, il faut bien aussi que je m'assume financièrement. Bien sûr. Donc lui, il avait trouvé un boulot dans un restaurant français où il y est resté quelques temps. Mais moi, il faut quand même que je puisse survivre, quoi. Donc, je deviens aussi en parallèle de ma pâtisserie que j'ai finalement jamais abandonnée. Je deviens professeur de français. D'accord. Comment tu t'y prends? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais? Je rencontre, par le biais de ma sœur, qui elle-même enseigne le français dans cette école. C'est une école qui s'appelle Coucou French Class. Ils ont déjà une entité à New York, une école qui marche bien. Ils développent une entité sur Los Angeles et ils ont besoin de professeurs. Donc, je suis une formation avec eux et voilà, comme j'ai déjà donné des cours de français pendant Covid, c'est dans une prolongation, en fait. Donc, je donne des cours à des adultes. Et en parallèle, je continue mes commandes de pâtisserie. Donc, tu repars de zéro avec ta clientèle aussi? Ouais, complètement. Et comment ça se passe? Très difficile. Beaucoup plus difficile que sur New York. Parce que Los Angeles est une ville éparpillée, tentaculaire et je sais pas en fait par quel biais je dois commencer. Donc je continue sur mes réseaux sociaux, mais malgré tout je vois que c'est assez difficile. Et puis je rencontre une association de femmes entrepreneurs, de femmes françaises entrepreneurs sur LA qui s'appelle des L Collective. Je les rejoins pendant une année pour essayer, tu vois, de se faire connaître. De rebâtir un réseau sur place, j'imagine. Exactement. Et petit à petit, c'est lent, c'est très très lent. Le consulat me contacte via les L Collective pour faire un catering. Voilà, pour faire traiteur sur des événements. Voilà, petit à petit, tu reconstruis et puis je quitte l'enseignement de Coucou à un moment donné où vraiment j'ai besoin d'un boulot vraiment beaucoup plus stable, beaucoup plus de finances, parce que vraiment je m'assume toute seule et je rencontre par le biais de Coucou une de mes élèves qui tient une entreprise de healthcare company et j'y rentre en tant que administratif pour l'aider dans sa boîte. Bon, alors là, je découvre un monde. Hein. Mais en parallèle, je continue ma pâtisserie le week-end, à faire mes commandes, à faire des pop-up. Toujours, je ne lâche pas prise, quoi. Ouais, ce boulot dans la santé, c'est plus alimentaire que passion, quoi. Complètement alimentaire et j'ai pas le choix, en fait. J'ai juste pas le choix. Il faut que je paye mon loyer, mes charges. Et donc, ça vient m'apporter pendant une année cette stabilité. Puis je me dis, bon, en parallèle, il faut absolument que tu restes concentré sur
sur ta pâtisserie. Il faut que tu mettes les bouchées doubles et que tu développes. Et tu vois, en parallèle aussi, j'ai des articles de presse qui commencent à sortir et qui me donnent cette impression D'être qu'il faut légitime. pas que j'abandonne. Ouais. Et que je suis aussi appelée par des professionnels qui commencent à me repérer, à me dire mais vas-y maintenant, arrête, il faut pas que tu give up, Ouais. là, t'as fait le plus dur en Ouais. fait. Donc hyper encourageant, mais un moment en fait où tu as un boulot de maboule. Il y a un moment marquant aussi dans ce boulot dans la santé où tu as ta boss qui te demande de falsifier des documents, il me semble. Qu'est-ce qui s'est passé et Ouais. comment ça t'a poussé à changer de direction du coup? En fait, très très vite, je comprends que je suis tombée dans un traquenard et qu'elle est complètement manipulatrice, corrompue à un très haut niveau. Et je me rends compte que c'est dangereux pour moi. Je suis sous visa et elle me demande de falsifier des documents pour des personnes âgées. Enfin, et là, j'allais tous les jours au travail avec un poids sur la conscience en fait, mais avec la paye qui tombe quoi. Donc j'ai une amie qui de passage à Los Angeles et qui me dit Marie, tu n'as pas de visibilité par un site internet, il faut absolument que tu construises ton site internet. Donc je me mets en quête de construire mon site. Et j'étais au bureau, à des heures creuses. Dès que j'avais un moment, je faisais mon site en parallèle. C'est pas très professionnel de ma part, mais voilà, c'était un peu ma bouée de secours. Je prenais une demi-heure par-ci, par-là, dès que je pouvais. En fait, j'essayais d'avancer le soir aussi quand je rentrais, etc. Et puis, je finis mon site, je le sors et je décide de m'inscrire sur la plateforme Yelp, tu sais, qui est une plateforme où tu relais les services. Et il y avait un mois gratuit. Et là, donc, je m'inscris et puis j'allais au bureau. Je disais à mes collègues, vous savez, le 1er avril, je serai plus là. Le 1er avril, je ne serai plus là. Et puis, je me mettais en condition, je ne serai plus là. Elle me disait, mais t'es folle, t'as pas de plan B, de quoi tu parles, en fait. Et sauf que 3 jours avant le 1er avril, je reçois un coup de téléphone d'une personne par la plateforme de Yelp qui me dit, on cherche un private chef, est-ce que ça vous intéresse de venir faire un essai? Trop bien. Et donc, je pose ma journée pour aller faire l'essai. Et puis, j'ai jamais remis les pieds au bureau et c'était le 2 avril. C'est ouf. Comme si ton corps, tout le reste le savait avant toi. Moi, tu sais, je suis quelqu'un d'assez spirituel et d'assez, je crois au pouvoir de la manifestation. Et je pense que mon mental s'est mis en... T'as créé un espace pour ça, quoi. Ouais, j'ai vraiment créé un espace et je me suis autorisée enfin à pouvoir réussir dans ce que j'aimais faire en fait. Et depuis ce jour-là, en fait, j'ai plus jamais dû faire d'autres boulots que ceux enfin, tu vois, des boulots alimentaires. Ce qui t'animait, ouais. que ce qui te lève le matin. Félicitations. Alors, Merci. justement, parlons-en. Quand on a échangé en amont de cet épisode, tu m'as dit, la pâtisserie m'a sauvé la vie. Ouais. Parce que en fait, c'était engrammé à l'intérieur de moi depuis que j'étais toute petite. Moi, j'ai pas eu une enfance hyper facile. Sans rentrer dans les détails, assez jeune, confrontée à la mort, à l'abus, pas mal de difficultés en fait. Et puis j'y ai trouvé en fait, quand je te disais que je suis devenue le petit chef de la famille, en fait, c'était un refuge. C'était un refuge de création. C'est ce qui t'avait permis de garder pied déjà à ce moment-là, en fait. Ouais. Et qui est revenu quand on avait de nouveaux besoins. Qui est revenu quand j'ai rencontré mon mari aussi, parce qu'il était dans la food. Et puis, du coup, lui, il m'a donné la possibilité de vraiment apprendre un métier et de me réinventer à nouveau, en fait. Et sauf que pendant toutes ces années, en fait, je le faisais au service de lui et de sa famille. Je le faisais pas au service de mon être. Donc, en fait, le Covid, je le remercie
parce que ça m'a quelque part, ça a été la claque qui est venue me dire bon ben maintenant c'est ton heure en fait. Il faut et évidemment C'est ton moment. je savais que ça allait pas être simple hein, parce qu'il fallait acquérir des compétences qui mettent des années à s'acquérir. Et voilà, je me suis accrochée. Je sais pas, je pense que je suis animée d'une force intérieure qui, comme on me dit souvent, être un peu hors du commun, à la fois consciente et inconsciente. Mais je pense que ça vient de mon histoire de vie en fait, mon histoire d'enfance, où je me suis accrochée à la vie en fait. Aujourd'hui, du coup, tu le disais, depuis cet appel sur Yelp, tu ne te limites pas à la pâtisserie, tu es private chef, donc chef à domicile. Est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce qui te plaît dans ce métier et je sais pas, qu'est-ce qui est le plus compliqué ? Le plus compliqué, c'est de faire face aux exigences de clients qui sont, voilà, qui ont des exigences particulières ou parfois des régimes alimentaires aussi particuliers. Genre quoi ? Genre des maladies, donc il faut aussi avoir des connaissances en nutrition et parfois travailler avec des équipes médicales en vraiment assez main dans la main pour pouvoir adapter voilà les régimes alimentaires, mais comme Parkinson, comme des maladies auto-immunes, Alzheimer aussi. Ou tout simplement des intolérances alimentaires aussi, notamment voilà, au gluten, beaucoup au gluten, ou nourriture sans sel, sans sucre. Voilà, donc ça, c'est à la fois un challenge et à la fois, ça me pousse à acquérir aussi d'autres compétences. Donc, je dirais que le plus gros des challenges, en fait, c'est de faire face aussi à des caprices. Genre quoi ? Vas-y, raconte. Je peux pas trop en raconter parce que souvent je suis tenue au secret professionnel. Même mais si tu dis pas qui c'est. Non, des caprices ou des décisions qui sont prises. Bon bah tiens, aujourd'hui tu travailles puis demain t'arrêtes en fait. Par exemple, la précarité du freelance en fait. Mais par exemple, cet été j'ai eu à travailler pour une actrice italienne, une vieille actrice italienne. Qui, je pense, n'est plus du tout connue aujourd'hui. Et elle m'a demandé... Non, mais dans la lignée, en fait. Donc, j'arrive pour faire un essai sur 3 semaines. Donc, j'avais fait les menus et tout ça. Et puis, le premier jour arrive et on me demande de cuisiner des pâtes. La pasta. La pasta. Okay. Donc, faire des pâtes pour un Italien, c'est risqué quand même. Et on me dit, il faut que tu cuisines les pâtes pendant 20 minutes. J'ai dit ok, je cuisine des pâtes pendant 20 minutes. Donc la personne me montre la manière dont elle aime cuire les pâtes, et le plat est renvoyé sans même y avoir été touché. Comment ça se fait ? Donc première fois, on me redemande de faire les pâtes. Cette fois-ci, la personne qui m'avait montré me dit écoute, je vais les faire, comme ça tu vas voir. Et puis, donc, on refait les pâtes. Deuxième essai, le plat à nouveau renvoyé, pas touché. Mais même pas dégusté, du coup ? Non. Et là, j'ai dit, en fait, c'est pas moi qui l'ai fait, là, tu vois. Donc, donc rien à voir avec mes compétences. Et puis 2-3 heures après, en fait, il y a le manager qui vient me voir, qui me dit, écoute, non, quoi, ça va pas le faire. Je dis, quoi, ça va pas le faire? Elle a même pas testé ma bouffe, en fait. Mais pourquoi, du coup? Puisqu'on n'a pas goûté ta bouffe. Voilà, en fait, je saurais jamais sur quoi ça se joue. C'est quelque chose d'irréel. Et tu te dis, il faut faire face à ça aussi. Non, il faut faire face à l'inexplicable et tout d'un coup, tu te retrouves sur le carreau, sans boulot et tu dois rebondir, en fait. Alors que tu avais dégagé les 3 prochaines semaines. Pour donc ça, quoi. Il te paye ta journée, mais après le reste, tu l'as dans le baba, quoi. C'est quoi les trucs les plus fous justement pour avoir t'as eu pas mal de clients prestigieux. C'est quoi les trucs les plus dingues justement qu'on t'a demandé en termes de cuisine? De cuisine ou de tout ce qui va autour en fait dans ce métier-là, ouais.
Bon, alors avec mon dernier client, ça a été assez simple en fait, parce que j'avais carte blanche. Très 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 sympa. J'ai été très affectée par son départ parce que en fait justement ils ont été lui et sa femme, je pense la première fois de ma vie où on m'accueille sans condition, sans me poser de questions, sans checker mon background, en me disant on a vu ta bouffe, on a vu ce que tu fais, on veut juste essayer, on veut juste on veut juste prendre du plaisir en fait. On me demandait pas de faire un menu à la semaine, on me demandait pas, voilà. Donc j'arrivais le matin, Ça peut être intimidant aussi d'avoir zéro contrainte. Ouais, mais moi c'est comme la créativité, mon moteur en fait, c'était le pied total en fait. Et puis comme ils appréciaient, si tu veux, ça me donnait encore plus envie dans l'absolu, c'est pas une cuisine. Ils me demandaient pas une cuisine élaborée, ils me demandaient une cuisine du cœur, une cuisine généreuse, une cuisine qui soit saine, soit juste fait avec des ingrédients sains. Mais ça pouvait être une soupe à l'oignon, comme ça pouvait être une quiche, mais voilà, avec une touche que moi j'y apporte et ouais, la cuisine du cœur, quoi. Je sais pas comment. Et après, qu'est-ce qu'on m'a demandé de plus fou? Non, je pense que l'expérience la plus folle que j'ai eu à vivre, c'est quand quand un de mes clients me disait, me faisait des retours sur la cuisine et était toujours insatisfait en fait, à me dire, bah là. Toujours un truc à redire? La viande... Est-ce que c'était un Français? Non, c'était un Vietnamien. D'accord, ok. Et je pense que j'ai bouclé une boucle avec cette expérience-là, avec mon histoire avec le Vietnam, parce que ça me demandait de venir guérir une part qui était encore peut-être en souffrance. Et ça m'a demandé de me positionner en fait dans la valeur que je m'accordais, parce que il était tous les jours en train de me bullying aussi, tu vois. La viande est trop meaty, la viande est trop tasty, la viande est trop lemony, la viande. Et un jour, il m'a dit j'ai envie de te donner mon feedback, mais en fait, c'est très difficile pour moi de le faire sans t'insulter. Waouh. Et là, j'ai dit bon, là, ça a touché vraiment le point de non-retour, et je lui ai dit écoute, tu sais quoi, salut. Va trouver un autre chef qui mettra autant de cœur, je te le souhaite, mais en tout cas, c'est pas moi. Mais il a fallu que je fasse preuve de respect envers moi-même, parce que j'aurais pu continuer en fait dans cette direction-là, et en fait j'allais m'enfoncer à nouveau dans une forme abusive en fait. Est-ce que ce genre d'expérience te donne le sentiment d'avoir réussi le rêve américain ou pas du tout? Ah non, pas du tout. C'est quoi ta définition d'ailleurs du rêve américain? Parce qu'on a tous un peu des interprétations. Je sais pas si j'ai une définition du rêve américain. J'ai une définition, je pense, juste de mon propre rêve. C'est juste de, je pense, d'apporter une forme de guérison à travers ma cuisine, une forme d'amour aussi. J'ai appelé mon business Aimer Marie. Marie étant l'anagramme de aimer, qui en anglais est voilà, to love. J'ai l'impression de le porter en fait comme une mission, et j'ai l'impression que ma mission pour l'humanité, c'est à travers mon expertise dans la cuisine, c'est l'amour, tu vois. C'est beau. Mm. Mais c'est vrai. Ouais, mais c'est très ancré, c'est très profond. Voilà, je pense que j'attire de plus en plus une clientèle justement qui est pas en bonne santé physique, pas pour rien, et sans vouloir jouer les sauveuses, hein, tu vois. Je pense que quand même à travers ce biais-là, on peut juste leur permettre de faire un passage et de le faire dans une certaine forme de douceur. Et alors, toi qui mets tous ces sentiments dans la nourriture, je vais te poser des questions. Mm-hmm. Attention. Qu'est-ce que tu cuisines pour demander pardon?
Un fondant au chocolat. Qu'est-ce que tu cuisines pour dire je t'aime? Oh, un croissant. Un pain au chocolat. Donc, il y a quand même un truc avec le chocolat. Oui. Qu'est-ce que tu cuisines pour dire c'est fini? C'est fini à une situation? Ouais, une situation, une relation, ce que tu veux. Pour dire c'est fini. Oh, waouh. C'est une question difficile, ça. Peut-être un plat vietnamien, peut-être un pho. Et puis une petite dernière. Qu'est-ce que tu cuisines pour dire allons-y, donner de l'espoir, on va y arriver, ça ira? Oh mince, ça va être encore un nouveau quelque chose avec des layers. Ça va être encore quelque chose avec de la pâte à croissant. C'est vraiment là aussi j'ai fait toujours l'analogie en fait entre tu vois les couches de beurre avec celles de la vie en fait c'est c'est beau. C'est une construction. Tu sais, c'est comme dans l'arbre en fait. Il y a des avec strates. toutes les rings. Oui, d'accord. C'est les strates qu'on monte petit à petit, qu'on gravit. Donc à l'intérieur en fait, ça porte l'histoire de l'humanité. Donc c'est beau. ce serait ça pourrait être un flan mais à base de pâte à croissant. Écoute, canon. Tu m'invites quand tu veux. Avec grand plaisir. Avec le recul aujourd'hui, j'ai une question pour toi parce que tu as quand même traversé beaucoup de choses qui sont pas évidentes. Tu me dis que ce que tu vis n'est pas le rêve américain non plus. Est-ce que tu as à un moment envisagé de retourner en France ou est-ce que les États-Unis t'ont quand même apporté quelque chose de particulier? Comme je te le disais un peu plus en amont, j'ai le sentiment très profond que cette terre, c'est ma terre d'accueil, c'est mon oasis en fait, et que j'y ai trouvé vraiment qui j'étais. Donc pour l'instant en fait, l'idée d'en partir m'arrache le cœur. Je vais pas trop m'attarder parce que ça pourrait me faire monter beaucoup d'émotions. Mais je sais pas, c'est pas à l'ordre du jour. C'est un peu à l'ordre du jour parce que je suis en renouvellement de visa et que c'est pas évident de renouveler mon visa parce que cette fois-ci je le construis toute seule. Donc c'est quand même une question à me poser et je me la pose. Mais je vais tout faire pour pouvoir aboutir mon visa. Mais bon, voilà. Si t'as pas fini d'écrire ton chapitre américain, quoi. Non, et si je devais retourner en France, voilà, ce serait sûrement douloureux, mais avec toujours cette idée qu'on peut se réinventer partout. Et évidemment, il faudrait que je recommence à zéro. Sans évidemment la barrière de la langue et avec quand même une certaine connaissance du terrain et de mon pays. Mais mon cœur, il est pas là-bas. Mon cœur, il est plus là-bas. Mon cœur, il a peut-être jamais été là-bas, en fait. Mon cœur, il est ici. Donc, du coup, à ma question suivante, qui était est-ce que tu referais ce voyage en 2012, un truc comme ça, si c'était à refaire, c'est oui. Oui, sans hésiter. Ah non, sans hésitation. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui a cette envie, cet appel, peut-être même comme toi tu as eu, de te dire mais c'est évident, qu'est-ce que je fous en France, cette ville m'appelle. Est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais partager? Oui et non, parce que je pense que chaque histoire est différente, que nos histoires d'expatriation se construisent aussi avec nos histoires personnelles. C'est un enchevêtrement en fait de circonstances, mais peut-être, pour nous, ça s'est construit quand même de manière assez empirique et très intuitive. Peut-être que ça aurait demandé un peu plus
d'ancrage, quelque chose d'un peu plus réaliste, pour éviter beaucoup de stress en fait, beaucoup de stress et de situations très inconfortables. C'est vrai que quand tu es entrepreneur et que tu quittes tout, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Tu vois, tu te fais un plan, mais tu sais très bien que sur le chemin, ça va peut-être pas se passer comme tu l'imagines, mais alors Réussir à garder un esprit suffisamment ouvert au fait que tout n'ira pas, même non, très ça souvent, c'est tout n'ira sûr. pas, rien n'ira comme prévu. C'est sûr. Et même quand tu es dans un cadre, à mon avis, dans un cadre, tu vois, où tu t'es muté pour un poste, il y a quand même pas mal de challenges qui ne serait-ce qu'administratifs, immigration, etc., l'école pour les enfants. Tu sais jamais trop à quoi t'attendre non plus, mais en même temps, l'aventure, enfin, c'est la perspective que tout est question de comment tu regardes la vie. Hein. Si tu la regardes avec, tu te dis bon bah, il y a plusieurs manières de regarder la perspective, ou tu la regardes avec des yeux grands ouverts, avec un cœur grand ouvert, en disant oui tout est possible. Moi, je pars du principe que tout est toujours possible dans le meilleur. Et pour ça, évidemment, ça m'a demandé énormément de travail sur moi, en fait. Beaucoup d'introspection, beaucoup de healing. De recul et de tout. Ouais, parce que le doute, il fait partie de la nature humaine aussi. Hein. Le doute, les peurs. Et quelque part, peut-être que les peurs te servent aussi à un moment donné. C'est marrant, ça sert et ça dessert, quoi. Bien sûr, comme beaucoup de choses dans la vie. Ouais. Alors, aujourd'hui, tu as lancé un podcast il y a quelques mois. Ouais. Tu travailles aussi sur un livre. Est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce qui te pousse à raconter ton histoire et à donner la parole aux autres, justement ? En fait, l'idée de mon podcast est venue assez récemment, même si l'idée de la parole est de plus en plus... moi, je suis quelqu'un d'assez communicante. J'ai ce besoin, en fait, d'expression qui, je pense, s'est révélé au fur et à mesure des années. Et je pense aussi par une éducation qui m'a fait taire tellement de choses que maintenant, c'est comme si... j'avais besoin d'explorer plus la communication et de partager... de libérer la parole. Hein, exactement, et de me libérer à travers cette parole aussi. Ouais. Le podcast, en fait, il est venu d'une expérience avec une petite fille de 11 ans à qui j'ai donné un cours de pâtisserie. Et j'ai réalisé qu'en fait, cette petite fille... c'était aussi à cet âge-là que j'avais commencé à m'intéresser à la pâtisserie. Et quand j'ai vu en fait sa timidité, j'ai aussi vu sa curiosité, sa passion, j'ai été touchée en plein cœur en fait. Ça a été et là, ça a été l'étincelle. Ça a été l'étincelle, et le lendemain en fait, j'étais en train de faire du sport et c'est venu de là c'est pareil en fait, ça m'a traversé. Comme ce matin de mars 2020 où tu t'es dit exactement. C'est incroyable. Exactement, et j'ai eu à cœur de lancer ce projet autour de ce que je sais faire, autour de la cuisine, et puis ça va englober en fait tout un tas de sujets, mais finalement ça raconte des histoires, ça raconte des histoires d'humanité, ça raconte des émotions. Tu veux nous partager peut-être le concept d'ailleurs et comment il s'appelle, où est-ce qu'on peut le trouver pour celles et ceux qui nous écoutent ? Il y a déjà deux épisodes qui ont été tournés. Ça s'appelle Once Upon a Recipe. On peut le trouver. Il était une fois une recette. Il était une fois une recette. On peut le trouver sur toutes les plateformes en fait, comme Spotify. J'ai ma chaîne YouTube aussi que j'essaye de faire grimper. C'est une expérience YouTube aussi. C'est pas évident, mais voilà, j'en suis au tout démarrage, et c'est vrai que à nouveau j'apprends de manière empirique comment on construit un podcast, et j'avoue que j'apprécie énormément. On apprend en faisant, c'est un média qui est chouette pour ça. Exactement, et j'apprécie aussi énormément donner la parole à l'autre en fait, et être à l'écoute, être un relais, j'ai toujours eu un révélateur presque. Ouais, j'ai toujours eu à cœur d'être comme un bridge, un pont
Et tu as choisi de le faire en anglais d'ailleurs, ce podcast. Alors j'ai choisi de le faire dans les 2 langues puisque mon premier épisode était en anglais avec un chef de Californie, et le deuxième épisode a été avec un chef, une chef boulangère française. Donc on l'a fait en français, et je veux rester avec cette ouverture sur les deux pays, parce que je veux pas que mes invités qui sont français et qui maîtrisent pas forcément bien l'anglais se sentent, bloqués par intimidés. Et je veux vraiment que ça reste très naturel, tu vois, comme on fait aujourd'hui. C'est de l'ordre de la conversation, mais et c'est comme ça que ça touchera plus c'est les gens qui écoutent. Et alors, ce projet de livre, raconte-moi. Alors, il y a plusieurs projets de livres. D'accord. En fait, j'ai déjà écrit un livre de cuisine quand je travaillais au Paris Hanoï, et j'ai écrit un livre qui s'appelle Paris Hanoï et qui raconte l'histoire de mon ex-mari et de sa famille, c'est à travers leurs recettes de famille. Et c'est un livre c'est une des plus belles expériences que j'ai eu à vivre, d'écrire ce livre, tant humainement et voilà. Et pour moi, c'était aussi une expérience totalement inédite. J'avais jamais écrit, vraiment. J'avais jamais collaboré avec une maison d'édition, j'avais jamais collaboré avec un styliste et des photographes, et j'avais surtout en face de moi 3 individus qui me disaient bah non, je la connais pas la recette, il faut mettre un peu de ci, un peu de ça, une pincée de ci, une pincée de ça. Donc il a fallu tout quantifier avec trois tout en respectant cet état d'esprit 3 chefs qui donc ça a été vraiment un point de départ aussi sur mon envie d'écriture. Et mon envie d'écriture ne se résume pas que à la cuisine non plus. J'ai envie d'écrire d'autres choses que de la cuisine, mais c'est vrai que j'ai envie d'écrire un livre aux États-Unis, sûrement en pâtisserie, tu vois, et aussi sur mon parcours, et que on peut toujours se réinventer en fait. Et puis j'ai envie d'écrire un livre sur la différentes cultures en fait. J'ai envie de voyager, de voyager et d'aller à la rencontre de peuples. Ah, chouette. Et de faire un relais en fait entre tout ça. Donc pour l'instant en fait c'est encore de l'ordre de l'ébauche, de l'esquisse, de l'idée. C'est chouette d'avoir des idées, c'est ça qui est... Mais et puis je me dis voilà, j'ai encore toute ma vie pour le faire. Je me mets pas d'urgence, mais j'ai aussi un projet de développer ma propre entité de pâtisserie. J'allais te demander, il ressemble à quoi ton rêve aujourd'hui ? Alors, je travaille sur un projet un shop de pâtisserie, on va dire de croissants, en fait, plus exactement, en monoproduit. J'ai créé une forme à partir de la pâte à croissant, une forme qui n'existe encore pas. Et j'espère et je la déclinerai en sucré salé. Mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement aussi financier. Donc, si vous m'entendez là-haut, des investisseurs qui seraient intéressés, why not? Évidemment, je travaille sur tous ces aspects-là, tout en travaillant, en ayant mon boulot de private chef qui me prend du temps. Donc moi je suis je pense une éternelle étudiante, une éternelle je pense que je m'arrêterai jamais de travailler, parce que pour moi travail n'est pas égal souffrance, n'est pas égal contrainte. Pour moi travail égale création. Donc on te souhaite de créer encore très longtemps alors, et de nous faire rêver. J'espère. On suivra tout ça avec beaucoup d'intérêt. Ouais. Et si tu lances cette forme, je compte sur toi pour accorder l'exclusivité à Anne-Fleur Andreline. Écoute, j'ai une dernière question à te poser. Si tu devais résumer ton aventure américaine en une phrase, ou un titre de film, ou un titre de chanson, ce serait quoi ? Ça peut être Il était une fois en Amérique.
parce que en plus c'est je pense un des premiers films que j'ai été voir au cinéma. J'étais petite et je crois que j'étais pas autorisée à le voir. J'étais vraiment toute petite. Hein. J'étais avec ma tante et ça m'a à la fois traumatisée et en même temps marquée au fer. Hein, en fait, c'est cette histoire d'amour terriblissime. Et puis parce que je pense que les États-Unis, il y a rien de tracé. Il y a tout à construire et on peut à la fois réussir et puis se planter et puis réussir et tout est possible en fait. On peut être beaucoup plus qui on veut, on est beaucoup moins mis dans des boîtes hein, et ça c'est dans ce sens-là que je me suis trouvée parce que je suis vraiment un électron libre qui supporte pas d'être enfermé et catégorisé dans une boîte et je pense que ouais. Eh ben écoute Marie, je te dis un immense merci. Je te souhaite, comme je te le disais, de continuer à créer, à nous faire rire, oui, mais vivre, rêver. Excuse-moi, j'arrive plus à parler, c'est dramatique. Je mettrai le lien vers ton podcast, si tu peux me l'envoyer, je le mettrai dans la description de cet épisode, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, ainsi qu'à ton site. Et puis je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci infiniment Anne-Fleur, vraiment très très touchée. Et puis, j'espère continuer de faire rêver à travers mes arts. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Marie pour ce chouette moment qu'on a passé toutes les deux. Et puis un grand bravo pour son parcours. Tous les parcours que je recueille dans ce podcast m'inspirent terriblement. Alors merci à chacun d'entre vous pour votre confiance. Un grand merci aussi à vous qui nous écoutez. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Que ce soit votre première fois ou que vous ne manquiez pas un épisode. Bienvenue par ici. Je suis ravie de vous compter parmi les auditrices du podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir. Vous pouvez écrire directement à Marie, que je vais taguer sur Instagram, ou en laissant un petit mot et des étoiles sur Apple Podcast ou encore Spotify. Chacun de vos petits mots, de vos évaluations, encore de vos partages compte énormément. Alors un grand merci par avance. La semaine prochaine, je vous propose un format un peu particulier. Si vous êtes là depuis le début, ça va peut-être vous rappeler quelque chose. Nous allons parler d'avion. Voilà, cette fois c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous retrouve donc mardi pour découvrir ensemble cette nouvelle histoire. À très vite.